Sur l'axe Sikasso-Bougouni, un accident de circulation a causé hier la mort de 31 personnes et plusieurs blessés. L'assiette fiscale, comment l'élargir au domaine du foncier, la série de la semaine s'y intéresse. Amadou Ouriba est le nouveau premier ministre guinéen. Ancien ministre de la Réconciliation sous Lassana Conté, d'énormes défis l'attendent. Nous en saurons davantage dans ce journal. Merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 1945. Ce mardi 28 février, un accident de circulation s'est produit sur l'axe Sikasso-Bougouni, provoquant la mort de 31 personnes et plusieurs blessés. On en sait plus avec Assetou Mani Coulibaly. C'est sur la route de Sikasso-Bougouni, quittant Kéniéba pour le Burkina Faso, que l'accident s'est produit sur le pont traversant le fleuve Bagoé. 31 morts comme bilan provisoire sont à déplorer, avec 10 blessés, dont des cas graves. Selon des informations, les circonstances de ce drame seraient dues à la non-maîtrise du véhicule par le conducteur. Dans un communiqué, le ministre des Transports a confirmé la nouvelle, affirmant qu'un car sans identifier la compagnie s'était renversé du pont de lui-même. Les victimes ont été transportées vers le centre de santé le plus proche, selon le communiqué du ministère. Aussi, le département a invité les conducteurs à plus de vigilance et de prudence en adoptant un comportement responsable et citoyen et en respectant les codes de la route. Cet incident est loin d'être l'unique. En 2023, la Direction régionale de la protection civile de Sikasso a enregistré 1066 accidents de la circulation, 1943 victimes, dont 1902 blessés et 32 décès. Un autre accident avait provoqué la mort de 15 personnes et fait 46 blessés il y a de cela 8 jours, après la collision d'un car et d'un camion dans le centre du pays. Au Mali, les accidents de cars et gros porteurs sont assez fréquents. Le 15 août 2023, une loi avait d'ailleurs été adoptée afin de remédier à la situation. Une loi avec plusieurs codes à respecter, dont la fixation de la vitesse maximale sur autoroute à 120 km/h. Une règle que la NASER avait invité les usagers et conducteurs à respecter. Le commissariat à la sécurité alimentaire a tenu aujourd'hui 28 février sa 19e session du comité de coordination et de suivi des programmes et politiques de la sécurité alimentaire. Djeneba Samaki. Cette session statutaire du comité de coordination et de suivi des programmes de sécurité alimentaire a été l'occasion de dresser le bilan de la sécurité alimentaire 2023, marqué notamment par des défis difficiles à gérer à court terme, selon les chargés des programmes sécurité alimentaire. On peut citer les effets du changement climatique, l'insécurité qui perdure, la hausse des prix mondiaux sur certains produits, entraînant l'inflation sur des produits de première nécessité, et la faiblesse des ressources financières. Si la situation humanitaire dans certaines régions est préoccupante, le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Redouane Ag Mohamed Ali, note tout de même que le bilan est satisfaisant. Puisque nous avons globalement atteint l'ensemble de nos objectifs en termes d'assistance aux personnes vulnérables, identifiées en insécurité alimentaire, politique de l'année dernière, en plus des distributions alimentaires gratuites de 30 010 tonnes contenues dans le PNR 2023. Nous avons procédé aussi à des interventions d'urgence dans le sillage des opérations militaires qui ont visé la reconquête du territoire. Nous sommes intervenus aussi pour accompagner les populations au niveau de ces zones-là avec l'aide des forces de défense et de sécurité. Cette rencontre a servi également de cadre pour présenter la programmation pour l'année 2024 qui, selon le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, est prometteuse. La particularité pour cette année, et fort heureusement, c'est que nous n'avons pas enregistré des personnes en situation de crise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de famine au Mali. Il y a nécessité d'assister à un certain nombre de personnes qui risquent de tomber dans l'insécurité alimentaire aiguë au cours de la période de soudure prochaine, et de renforcer les moyens d'existence d'autres personnes aussi. Ce cadre a permis d'examiner et valider les bilans du plan d'opération et du plan national de réponse au titre de l'année 2023.
d'examiner la situation alimentaire du pays à la lumière des recommandations formulées par les systèmes d'alerte précoce en vue d'aboutir à des résolutions idoines permettant d'assurer la sécurité alimentaire sur toute l'étendue du territoire malien. Au Mali, seulement 10% des entreprises payent 90% des impôts, selon le président du Conseil national du patronat malien. Dans une série que nous consacrons à l'élargissement de l'assiette fiscale, le premier épisode porte sur le domaine foncier qui n'est pas pris en compte dans la fiscalisation au Mali. C'est un reportage de Soumaïla Fani. À sa sortie d'audience avec le président de la transition la semaine dernière, le président du patronat malien Mossadegh Bali a souligné qu'il faut élargir l'assiette fiscale, notamment dans le domaine du foncier qui n'est pas du tout fiscalisé. Selon des spécialistes, ce domaine constitue l'un des principaux problèmes majeurs en la matière dans notre pays. Aujourd'hui, nous connaissons le taux d'impôt qui est perçu sur le foncier, notamment les maisons dures et semi-dures. On fait une retenue de 12%. Bien vrai que la taxe foncière qui correspond à 3%, mais à ce qui concerne aussi les maisons qui sont construites en banco, on fait une retenue de 8%. Donc l'élargissement aujourd'hui de cette assiette fiscale dans le domaine foncier, moi je pense que l'État doit procéder aujourd'hui à faire un recensement de toutes les maisons qui sont mises en location pour pouvoir aujourd'hui recouvrer cet impôt qui doit être perçu, n'est-ce pas, sur le foncier. Selon le professeur du droit fiscal, la principale difficulté réside sur le système fiscal malien qui est du type déclaratif. En principe, le contribuable doit pouvoir déclarer. Mais si le contribuable ne sait pas qu'il doit payer un impôt, mais comment il pourra se faire déclarer? Ça poserait problème. On a dit toutes les maisons qui sont en location. Toutes les maisons qui sont en location, donc le locataire doit pouvoir payer cet impôt. Donc de 12%, si c'est une maison en dur ou semi-dur. Maintenant, le code dit aussi, lorsque vous êtes propriétaire et que vous êtes logé dans cette maison, là vous êtes exonéré du paiement d'impôts. L'on parle de fiscalité, c'est quand il y a un revenu qu'on génère d'une activité. Au Mali, les fonciers ne reposent pas seulement sur ce qui est bâti, mais parfois, ils constituent une épargne pour faute de moyens de le valoriser. Quand vous regardez l'exploitation actuelle du foncier au niveau du Mali, il y a tout un questionnement. C'est-à-dire que le foncier peut valoriser. Regardez, vous avez beaucoup de terres. Comme ça, peut-être que les gens ont des terres par-ci, par-là, mais vous les voyez, quel type d'activité les gens en font? Non, aujourd'hui, les gens, à défaut de souvent faire travailler leur argent, fructifier leur argent à travers d'autres activités, les gens, le foncier souvent peut constituer comme élément de refuge. Voilà, vous achetez une parcelle, ça fait des années, ça est là, vous cherchez des moyens pour essayer de construire tout ça. En fait, le foncier, il n'est pas isolé de la dynamique économique. C'est comme quand vous prenez le foncier, lorsqu'il est sécurisé, vous avez un titre foncier, ça vous permet d'avoir accès au crédit. Mais dès lors qu'on n'a pas cette assurance de la sécurité foncière, il est difficile, n'est-ce pas, que la question de la fiscalisation du foncier, n'est-ce pas, aille de l'avant. Il ajoute que le revers de la médaille, c'est quand il y a l'imposition sur les immeubles en location, des impacts sur les loyers vont se faire ressentir. À Nof, le gouvernement italien a annoncé hier mardi 27 février la libération des 3 Italiens enlevés au Mali depuis 2022 près de la frontière du Burkina Faso. Ils avaient été pris en otage par une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Selon les informations, leur libération serait rendue possible grâce aux efforts des services secrets italiens. D'après la note de Rome, tous les 3 sont en bonne santé. Ils ont été rapatriés dès leur libération. Sur invitation du gouvernement de la Fédération de Russie, une délégation du gouvernement du Mali effectue à compter de ce 28 février 2024 une visite d'amitié et de travail à Moscou. Paul Yapinguessan pour d'amples informations. Cette visite, dans un contexte national et sous-régional en pleine mutation, s'inscrit en droite ligne de l'ambition des autorités des 2 pays de placer leur partenariat stratégique à une dimension dynamique d'échanges politiques réguliers et de coopération diversifiée et mutuellement avantageuse. À cet égard, des consultations politiques de haut niveau aux rencontres techniques et sectorielles, cette visite malienne à Moscou constituera une étape supplémentaire pour le renforcement de l'axe Bamako-Moscou, fondé sur le respect mutuel, l'amitié et la solidarité. Un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice des populations des 2 pays et en vue de l'amorce d'un développement socio-économique harmonieux et durable.
Avec l'arrivée au pouvoir du colonel Assimi Goïta, le Mali a procédé à une réorganisation de sa politique diplomatique. Les relations se sont fortement distendues avec la France et une grande partie de l'opinion publique a réclamé un rapprochement avec la Russie. On se rappelle que plusieurs missions ministérielles ont été effectuées en Russie afin de renforcer l'axe Moscou-Bamako. En juillet 2023, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a participé au sommet Afrique-Russe à Saint-Pétersbourg. C'était son tout premier voyage hors du Mali depuis sa prise de pouvoir en 2020. La coopération entre les deux pays concerne divers domaines tels que la sécurité, l'agriculture, la culture, le commerce, la recherche scientifique ou encore la formation professionnelle. La coopération entre le Mali et la Russie dans les domaines de la défense et de sécurité se renforce également avec l'arrivée imminente de 15 hélicoptères de combat russes de dernière génération à Bamako. L'arrivée de ces nouveaux hélicoptères de combat renforcera les capacités opérationnelles des FAMA en augmentant les vecteurs aériens et en leur fournissant des outils de défense modernes et efficaces. La Russie a signé des accords de coopération militaire avec plus de 40 pays africains, a affirmé en juillet dernier le président russe Vladimir Poutine à l'occasion du deuxième sommet russe-Afrique qui s'est tenu durant 2 jours à Saint-Pétersbourg. En Guinée, le nouveau chef du gouvernement est connu depuis hier soir. Il est nommé au lendemain d'un vaste mouvement de grève illimité engagé par les 13 centrales syndicales du pays. Aminata Keïta. Article 1er. Monsieur Amadou Ouriba, économiste, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur Amadou Ouriba est le nouveau Premier ministre de la Guinée. Ancien collaborateur de l'ex-premier ministre et leader du parti l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG, M. Ouriba fut ministre de la Réconciliation nationale après les importantes grèves de janvier et février 2007 qui avaient secoué le régime du président Lassana Conté. Le Front national pour la défense de la Constitution FNDT accueille favorablement le choix porté sur Baouri à la primature, déclare Keamou Bogola Abba. Car selon l'ancien politique qui a basculé dans la société civile, sa contribution lors des assises nationales de 2022 ayant abouti aux 45 recommandations ont été significatives. Sa nomination intervient 8 jours après la dissolution de l'ancien gouvernement dirigé par le Dr Bernard Gomou. Le nouveau Premier ministre est également nommé au 2e jour d'une grève générale illimitée en Guinée, engagée par les 13 centrales syndicales du pays afin d'obtenir la baisse des prix des denrées de première nécessité, la fin de la censure médiatique, le respect des accords liés à l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et la libération de Sékou Jamal Pendessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, condamné vendredi à 6 mois de prison, dont 3 mois avec sursis. En effet, depuis lundi, la capitale Conakry est paralysée, les écoles, banques et assurances sont fermées, tout comme la grande majorité des commerces. Un service minimum est assuré dans les centres de santé et les administrations. Des heurts sporadiques dans la banlieue de Conakry ont fait 2 morts lundi. Cette mobilisation des centrales syndicales est soutenue par les principaux partis politiques et les organisations de la société civile. Alors cette nomination arrive quand même dans un contexte un peu difficile en Guinée, puisque vous le savez, le pays est confronté à plusieurs crises. Mais il aura à gérer un certain nombre de revendications, notamment la cherté de la vie. La vie en Guinée durant cette période de transition est très chère et très compliquée. Autre tâche qui n'est pas facile, c'est relancer la conduite de la transition. Il reste 10 mois conformément à l'accord qui a été signé avec la CEDEAO. Va-t-il pouvoir aller jusqu'au bout pour pouvoir mener les élections dans un temps précis? Tout porte à le croire que ce n'est pas possible. Il l'a d'ailleurs dit lui-même. C'est un homme politique connu dans le paysage politique guinéen. Va-t-il réussir? Beaucoup l'espèrent. En tout cas, son échec serait un coup dur pour la transition, surtout qu'on est encore à 10 mois de la fin de cette période transitoire. Baouri, comme l'appellent ses compatriotes, est le 3e Premier ministre de la transition. Mohamed Beavougui a été le premier entre octobre 2021 et août 2022 avant d'être remplacé à sa démission par Bernard Gomou. M. Amadou Ouriba est un acteur de premier plan de la scène politique en Guinée. Sa première mission à la tête du gouvernement sera de dénouer cette crise qui paralyse le pays. Le dialogue national initié par le président sénégalais Macky Sall a pris fin hier après 2 jours d'intenses discussions. Un consensus a été dégagé pour la tenue de l'élection le 2 juin 2024. Quant au processus électoral,
Les candidats dont les candidatures ont été validées par le Conseil constitutionnel maintiendront leur place dans la course à la présidentielle. Pour les candidats recalés, leurs dossiers seront réexaminés par le Conseil afin de déterminer leur éligibilité. La réponse du président Macky Sall est attendue dans les prochains jours. Point final donc à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.